Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, le feuilleton Max Marty Tours FC qui se poursuit. Le tribunal des prud'hommes de Tours s'est déclaré incompétent dans le litige qui oppose l'ex-manager général du club à la nouvelle direction. Les explications dans quelques instants. Le meurtre d'un homme de 62 ans à Amboise jugé aux assises de Tours à partir d'aujourd'hui. L'accusé, un autre homme qui reconnaît les faits. Le procès doit tenter de déterminer la nature des relations entre les deux. Cela fait plus de 10 ans que les Lochois n'en peuvent plus des odeurs. En cause, le centre d'enfouissement de Chanceau-Préloche. Les odeurs se sentent à des kilomètres à la ronde et le dossier n'avance pas. C'est donc l'épilogue au prud'homme dans l'affaire qui oppose Max Marty au Tours FC. L'ancien manager général du club contestait depuis juillet 2013 son licenciement. Il demandait 300 000 € au club de foot. Épilogue au prud'homme, mais certainement pas la fin de l'affaire. Le tribunal s'est en effet déclaré incompétent. Les explications, Romain Delville. Au tribunal des prud'hommes, le TFC a marqué un point face à Max Marty, l'ancien manager général du club, mais le juge propose aux deux parties une prolongation au tribunal de commerce de Tours. D'un côté, Marty demandait que le licenciement pour faute grave, en septembre 2013, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, d'où la demande d'une indemnité de 300 000 €. De l'autre côté, la structure professionnelle du TFC demandait la nullité de contrat de travail et le remboursement de 502 486 € et 28 centimes au titre de salaire indûment payé. C'est que depuis juin 2010, Max Marty était aussi administrateur du club et un administrateur n'est pas un salarié. Son statut est régi par le Code du commerce. C'est pourquoi le juge des prud'hommes constate son incompétence et invite les parties à soumettre leurs différends au tribunal de commerce. Sauf si d'ici là, Max Marty et le TFC trouvent un terrain d'entente. L'économie et la santé au cœur d'un événement qui a rassemblé ce matin à Tours les représentants de tous les échelons territoriaux. Mairie de Tours, agglomération, département d'Indre-et-Loire et conseil régional, tous unis pour investir dans le domaine du biomédicament avec le lancement sur le site des anciennes casernes militaires Beaumont-Chaumont de BioCube Institut, un établissement destiné à la formation et à la recherche. Aurélie Renaud. La première pierre n'est pas encore posée que déjà l'Institut BioCube se positionne en pionnier. Pionnier dans la formation aux techniques du biomédicament, le médicament de demain. Une vingtaine d'entreprises locales ont donc décidé de miser sur l'avenir en soutenant ce projet via une fondation, car demain c'est ici qu'ils formeront leurs salariés. On joue à 5, 10 ou 15 ans, voire la pérennité de la filière industrie qui, si on garde dans la région la légitimité d'une belle filière industrie, protégera de toute façon les sites qui y sont déjà installés. Ça, c'est l'effort des industriels, il est là. BioCube, une plateforme d'innovation dédiée à ces médicaments qui ne seront plus chimiques, mais issus du vivant. Sur l'ancien site de la caserne Chauveau, un plateau technique sera installé. 350 personnes y seront formées chaque année. L'idée même, le concept même de BioCube est né au sein de l'IMT. Nous avions déjà un plateau technique à Tours sur la pharmacie d'origine chimique. Il nous en fallait un pour les biotechnologies. Alors clairement en France, il n'y a pas pour le moment en tout cas d'équivalent à BioCube. Parce que BioCube réunit à la fois des chercheurs universitaires, des chercheurs industriels et puis de la formation. Formation initiale ou continue, du CAP au doctorat, l'ambition du BioCube, devenir l'institut de référence du biomédicament et de la biocosmétique en France. On n'a pas d'histoire industrielle très précise, on a sauté presque allègrement l'ère industrielle. Mais on est maintenant dans l'ère du tertiaire et de la haute technologie. Et là, on a toute notre chance parce que grâce à l'université, grâce aux laboratoires de recherche diverses, grâce à un tissu de PME très innovante et très spécialisé dans beaucoup de créneaux, on a une activité qui est tournée vers le 3e millénaire et c'est bien ce qu'il faut pour les métropoles du futur. En France, une étude estime que d'ici 2020, 30 à 50% des médicaments que nous utiliserons seront issus des biotechnologies. En bref, le verdict rendu hier soir dans l'affaire du meurtre du quartier Beaujardin à Tours. 15 ans de réclusion criminelle pour Kevin Mounier, reconnu coupable du meurtre d'un étudiant de 23 ans, un voisin qui faisait trop de bruit. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général.
Ce procès laisse place à un autre qui a débuté aujourd'hui aux assises d'Indre-et-Loire. Les faits en question remontent à la mi-février 2011. Dans la région d'Amboise, un homme de 62 ans est retrouvé ligoté et surtout mort par strangulation. L'accusé, lui, est un autre homme de 37 ans au moment des faits, un kinésithérapeute. Les deux s'étaient apparemment battus violemment. Le procès va tenter d'éclaircir la nature de leur relation. Mais pour ce premier jour, il a été question du profil psychologique de l'accusé. Sur place, Sabrina Meloult. C'est l'histoire d'une descente aux enfers. Dans le box des accusés, un homme de 41 ans crie à qui veut bien l'entendre qu'il n'a jamais eu l'intention de donner la mort. Sa victime, un homme d'une soixantaine d'années, qu'il avait l'habitude d'appeler son père de cœur. Stéphane Lagrandeur entretenait-il une relation homosexuelle, voire passionnelle avec cet homme? Comment expliquer un crime d'une rare violence lorsque plusieurs témoins, plusieurs de ses proches, appelés successivement à la barre ce matin, parlent d'un homme extrêmement calme? Pour l'avocate des parties civiles, c'est bien toute la complexité de cette affaire. Je crois qu'en réalité, l'accusé avait une relation homosexuel caché qu'il ne pouvait pas dire ni à son épouse, ni à ses parents, ni dans son milieu, ni même à sa maîtresse. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que c'est un dossier où il y a plusieurs facettes. On ne comprend pas cet acharnement. On ne comprend pas comment il a pu s'acharner comme ça. Donc les réponses, ce n'est pas nous, partie civile, qui pouvons les donner. On attend que l'accusé s'en explique et ne cherche pas toujours, comme il l'a toujours fait, de dire que tout ce qui lui arrivait, c'était de la faute des autres. Pour ce premier jour de procès, il s'agissait d'établir des éléments concernant la personnalité de l'accusé. Enfant de la DAS, adopté à 16 mois par des parents qui lui donneront tout au long de sa vie beaucoup d'amour, Stéphane Lagrandeur est décrit comme un bon mari, un bon père de famille. Et c'est en 2005, lorsqu'il entame des recherches sur ses parents biologiques, que l'homme va sombrer. Cannabis, cocaïne, alcool, il devient en quelques années toxicomane. En somme, un profil psychologique qui aujourd'hui encore comporte de nombreuses zones d'ombre. La vérité de ce dossier passera par la vérité de cet homme et par la vérité de ses rapports avec la victime, malheureusement, de cette affaire. Donc ce que j'attends un petit peu de l'audience, c'est précisément qu'on aille ensemble le plus possible vers ce qui a constitué la trame du dossier, c'est-à-dire l'amitié très forte entre deux hommes, et savoir ce qui à un moment donné a fait que cette amitié a basculé et pourquoi a-t-elle basculé et dans quelles conditions a-t-elle pu basculer le jour où malheureusement le drame est survenu. Stéphane Lagrandeur ne nie pas avoir tué sa victime, mais il réfute toute intention de lui avoir donné la mort. Et c'est bien ici toute la subtilité de ce procès qui fera dire à la justice si elle le condamne à 15 ou à 30 ans de réclusion criminelle. Dans l'actualité également, 6 personnes interpellées en Indre-et-Loire dans le cadre de l'enquête sur les vols au péage. En 8 mois et à 10 reprises, les bandes de paiement de plusieurs barrières de péage du 37 ont été fracturées au pied de biche pour voler de l'argent. Une énorme perquisition a eu lieu ce matin. 92 gendarmes ont été mobilisés dès 6 h du matin. Toujours en bref, la représentation d'Yvonne de Bourgogne prévue ce soir au Nouvel Olympia à Tours est annulée. La raison, un mouvement en soutien aux intermittents du spectacle. C'est ce qu'ont dit des directions techniques et artistes cet après-midi en Assemblée Générale. Une visite politique ce matin à Tours, celle du maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, candidat à la présidence de l'UDI. Il a été reçu par l'ex-député européen, Sophie Oconi, qui pour elle, au passage, roule toujours pour Jean-Christophe Lagarde. Présent également ceux que l'on appelle les coulonistes. Thibaut Coulon est pourtant UMP, mais il s'agissait bien de la campagne interne au Rassemblement centriste. On va écouter Jean-Christophe Fromentin. Le premier sujet pour l'UDI, c'est d'avoir une doctrine, vous voyez, d'avoir une proposition à faire, de ne pas se contenter de quelques ajouts, de quelques contributions, d'avoir vraiment sur des thèmes territoriaux, entrepreneuriaux, européens, des vraies solutions. Et l'héritage politique d'un mouvement comme le nôtre est très fort et si on l'actualise, est vraiment de nature à amener une proposition ou une solution nouvelle. On revient maintenant sur un vieux dossier qui anime le Lochois, celui de la décharge de Chanceau-Préloche. Depuis des années, les riverains se plaignent de l'odeur. Cela fait plus de 10 ans que cela dure et rien ne change. Audrey Champigny. Des odeurs nauséabondes ressenties à des kilomètres à la ronde, des habitants excédés, obligés de vivre les fenêtres fermées. À Loche et Chanceau, 2 des communes concernées par la puanteur émanant du centre d'enfouissement de Chanceau-Préloche, on attend des réponses et surtout des solutions.
Il faut éviter des positionnements trop, on va dire trop caricaturaux, mais il faut arriver à avoir de l'information tout simplement et pouvoir ouvrir un débat aussi avec la population, les riverains concernés, de manière à ce que voilà, il y a des normes, est-ce qu'elles sont appliquées ou pas, comment la COVED se positionne sur sa stratégie d'utilisation du site, c'est important, d'où viennent les déchets aussi. La réouverture d'un ancien casier serait à l'origine de cette puanteur. Le maire de Loches, quant à lui, promet d'interpeller le préfet, même s'il avoue se sentir désuni face à ce problème. Il y a une information supplémentaire qui doit être faite auprès des riverains et des communes également, puisque nous, quand ils ouvrent un casier, on aimerait être informés le plus tôt possible pour pouvoir effectivement nous-mêmes informer notre population. Et puis on a demandé que le traitement se soit fait dans de bonnes conditions. Alors là, c'est un casier ancien, je crois qu'il y avait une dizaine d'années qui a été retourné. Forcément, là, vous avez des odeurs anciennes, et comme je dis, des odeurs de vieilles poubelles malheureusement. Autre problème, celui-là plus sérieux, d'une éventuelle nocivité pour la santé. Pour l'association environnementale du Sud-Touraine, c'est clair, il y a bien danger. La municipalité de Chanceaux avait fait des prélèvements de sol autour de la décharge. Et il s'est révélé qu'il y a à certains endroits 17 fois la concentration de dioxine et de furane par rapport à un point neutre. Ce qui veut donc dire que quand il y a des odeurs, ce ne sont pas des odeurs immatérielles, ce sont des odeurs chimiques, avec des composés chimiques. Selon le maire de Loches, la société en charge de la décharge, la COVED, testerait actuellement des produits masquants pour recouvrir les émanations. L'exploitation du centre devrait s'achever en 2024. Un mot de sport pour vous dire que l'ADA Blois est éliminé de la Coupe de France de basket depuis hier soir. Le club s'est incliné face à Paris-Levallois de 73 à 98. Il faut dire que les Blésois, club de National 1, affrontaient une équipe de Pro A. Dans un instant, notre invité François Bonneau, le président de la région Centre. Mais on termine ce journal avec ces images d'une exposition qui vient de débuter à Tours. À l'Octroi, Jean-Baptiste Caron expose jusqu'au mois de novembre. La forme des fêtes, c'est le nom de l'exposition qui porte sur la dynamique du mouvement. A tout de suite.